Bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui participent ce soir. On est très heureux de vous retrouver pour une série de webinaires qu'on va organiser sur le mois de mai et où on va proposer des thématiques autour de l'entraînement et de l'apprentissage du joueur. Donc, aujourd'hui, on démarre par un webinaire sur le thème de la prise d'information dans le foot éducatif. Et la semaine prochaine, vous aurez droit à un webinaire animé par Michael Bouli, entraîneur des gardiens de but au Paris FC, qui concernera en fait la thématique sur le gardien de but dans le système d'apprentissage. Donc l'idée, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion, donc à notre humble niveau, bien évidemment, et de pouvoir vous donner quelques outils, on l'espère, qui vous permettront, dans le cadre de vos pratiques d'entraîneur ou de responsable technique, voire même de conseiller technique, d'avoir à votre disposition des idées et puis pourquoi pas les partager si elles vous semblent cohérentes et intéressantes à mettre en place. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Luigi Rena, le fondateur de Football Coaching et je suis actuellement entraîneur dans une structure de haut niveau au niveau de la préformation. Donc, un des objectifs en fait de Football Coaching que j'ai créé il y a quelques années, c'est de pouvoir être une organisation apprenante, c'est-à-dire accompagner les éducateurs, les entraîneurs, les joueurs, mais aussi les clubs dans leur structuration et leurs objectifs de développement. Donc, la série de webinaires qu'on vous propose ce soir, elle est en direction plutôt des entraîneurs et elle aborde une thématique qui nous semble importante chez Football Coaching, qui est la prise d'information. Donc, on évoquera plus certaines catégories d'âge qui concernent les U9 et U11, ce que nous, on appelle le football éducatif. Alors, certains font rentrer la catégorie U13 sur le foot éducatif. Nous, on estime que c'est plutôt sur de la préformation. C'est pour ça qu'on se consacrera uniquement sur les deux catégories d'âge, U9 et U11, pour l'intervention de ce soir. Donc, vous présentez quand même Football Coaching. Donc, on est une structure d'optimisation de la performance dans 3 domaines d'activité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les structures, c'est-à-dire qu'on va tenter de créer une dynamique interne pour optimiser ce qu'on appelle l'écosystème, soit d'une académie, soit d'un club, soit d'un centre de formation, pour développer l'identité de jeu grâce à la mise en place d'un département de méthodologie de l'entraînement. Donc, c'est des choses qui se mettent de plus en plus en place. En tout cas, à l'étranger, on a des responsables de méthodo de l'entraînement. En France, ça commence à arriver. Et nous, l'objectif, c'est d'accompagner les clubs, amateurs notamment, dans la mise en place d'un DME, d'un département de méthodologie de l'entraînement. Le deuxième axe d'intervention de Football Coaching, c'est tout ce qui est en lien avec les joueurs. C'est-à-dire qu'on a une méthode d'entraînement qui nous semble être une méthode intéressante. Alors, il y en a qui sont axés un peu plus sur le développement tactique du joueur, d'autres sur le développement peut-être athlétique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est développer la partie cognitive de la performance. Donc, on tente d'améliorer le potentiel du joueur et de l'accompagner vers son meilleur niveau au travers de l'optimisation de la partie cognitive de l'entraînement et du potentiel du joueur. Et puis, le dernier axe d'intervention, c'est avec les entraîneurs, où nous formons des entraîneurs pour optimiser leurs connaissances et puis augmenter leur niveau d'expertise pour bien évidemment être plus efficaces dans leur quotidien d'éducateurs ou de coachs et dans l'accompagnement de leurs joueurs. Donc, pour vous parler des différentes formations, on organise la semaine prochaine une formation Football Coaching sur les fondamentaux de l'entraînement cognitif en football. Elle a lieu les 1er et 2 juin sur Aix-en-Provence. Donc, je pense que certains d'entre vous qui participent au webinaire ce soir se sont inscrits et on en sera très heureux de vous accueillir. Et puis, si certains d'entre vous sont intéressés pour nous rejoindre, les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ce sera 2 belles journées sur lesquelles on pourra découvrir vraiment les aspects fondamentaux de ce qu'est l'entraînement cognitif et de la façon dont on va pouvoir le réinvestir, le réutiliser dans son quotidien d'entraîneur. En ce qui concerne notre méthode de travail, vous la présentez très succinctement. Donc, l'idée pour nous et la question qu'on se pose, c'est comment former des joueurs intelligents et une équipe intelligente. Donc, notre méthodologie est plutôt axée sur le développement des aspects cognitifs, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en tant qu'entraîneur, on part du principe qu'on essaye de mettre en place en tout cas une méthode qui développe l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. Et pour développer ces 2 aspects, l'intelligence individuelle et collective, eh bien, il faut tenter de mettre en interaction des joueurs pour qu'ils puissent finalement ne pas s'associer les uns et les autres, mais en tout cas interagir sur le terrain et pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour pouvoir être efficace dans le rapport de force. Donc, il existe d'autres méthodes. Voilà, nous, c'est celle sur laquelle on s'appuie pour optimiser la performance du joueur. En tout cas, on croit en cette méthode et on essaye donc d'accompagner les joueurs pour leur apprendre à interpréter le jeu individuellement et collectivement et puis à prendre les meilleures décisions possibles dans un système qui est dynamique, complexe. Voilà, le match de foot, c'est un système complexe, dynamique, avec des éléments qui sont changeants,
avec une interaction entre différents éléments. Et puis, on travaille sur tout ce qu'on appelle les infrasystèmes, les micros et les macrosystèmes qui vont permettre aux joueurs et à l'équipe d'être plus performants sur le terrain. Et pour développer cette méthode de travail, donc, on s'appuie sur 6 principes qui nous permettent, pour nous en tout cas, de former des joueurs et une équipe intelligente. Donc, le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de jeu d'opportunité. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les joueurs puissent saisir les situations en avantage et les exploiter. Donc, on a différents types de situations en avantage sur le terrain. Et pour nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que les joueurs soient capables de saisir ces situations en avantage et de pouvoir les exploiter le plus rapidement possible. Le deuxième point pour nous, c'est l'apprentissage actif. Donc, l'apprentissage actif, c'est faire en sorte que le joueur se rende acteur de son évolution. Donc, pour nous, il est le premier responsable de sa progression. Et l'idée, c'est lui donner des outils pour faire en sorte que l'entraîneur ne soit juste qu'un guide dans sa progression, que ce soit vraiment lui qui prenne à bras le corps en fait sa progression et qui comprenne que c'est le premier acteur de son évolution en tant que joueur de football. Le troisième point qu'on évoquera donc ce soir, qui est en lien avec la prise d'information. Donc, l'idée, c'est favoriser l'action du joueur sur et dans l'environnement dans lequel il va évoluer grâce à la prise d'information. Et on s'axera principalement ce soir sur tout ce qui est en lien avec la prise d'information visuelle, parce qu'on a d'autres types de prise d'information chez l'être humain. Et nous, l'idée, c'est qu'on s'axe vraiment sur la prise d'information visuelle. Ensuite, le quatrième principe qu'on développe chez Football Coaching et dans la méthode cognitive, c'est tout ce qui est en lien avec l'intelligence de jeu. Donc, notre objectif, c'est de dire qu'on développe des connaissances chez le joueur, des connaissances de l'environnement et sur l'environnement. Et ce n'est pas la même chose. Les connaissances de l'environnement, c'est vraiment vivre des actions et des expériences de jeu. Mais on peut aussi développer l'intelligence de jeu au travers d'expériences en dehors du terrain. Et donc, on a quelques concepts sur lesquels on s'appuie pour pouvoir développer aussi cette intelligence hors contexte. Et on part du principe, nous, qu'il y a 3 types d'intelligence qui interagissent entre elles. L'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Et on essaye de s'accorder pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on propose une séance d'entraînement, un procédé d'entraînement, ce qu'on appelle nous des tâches d'entraînement représentatives, on puisse développer voire les différents types d'intelligence de jeu. Le 5e point, c'est tout ce qui est en lien avec le feedback. Comment favoriser finalement l'interaction entre l'entraîneur et le joueur, que ce ne soit pas quelque chose qui aille uniquement dans un sens, mais que ce soit bidirectionnel. Donc l'idée pour nous, c'est favoriser cet échange qu'il peut y avoir entre le joueur avant, pendant et après la séance, entre le joueur et l'entraîneur. Et puis le dernier point, c'est l'individualisation. Le 6e principe, qui n'est pas à confondre avec l'individualisme. Donc on n'est pas là pour former des individus qui n'interagissent pas entre eux, mais plutôt pour tenter de répondre à la singularité de chaque joueur qu'on va avoir à notre disposition et pouvoir l'accompagner du mieux possible pour répondre à ses besoins. Donc voilà le 6e principe et l'idée d'individualisation du travail. Donc ces 6 principes, de la même manière que ce qu'on essaye de mettre en place, ils sont en lien entre eux, ils agissent les uns sur les autres et notre méthode s'appuie autour de ces 6 principes. Donc ce soir pour nous, ce sera tout ce qui est en lien avec la prise d'information et on va organiser le webinaire en 2 temps. Une première partie qui va durer entre 30-45 minutes où ce sera une partie intervention et 15 minutes où là on sera plus sur des échanges. Donc je vous demanderai de poser vos questions et puis je tenterai d'y répondre. Et si je n'ai pas tout de suite la réponse à ma disposition, je prendrai contact avec vous dans un second temps pour essayer d'y répondre le plus efficacement possible. Alors donc on va être sur le principe qui est le principe numéro 3 dans notre méthode d'entraînement, qui est percevoir pour comprendre et agir dans et sur son environnement. Le travail de prise d'information, de perception, pour être acteur de l'environnement dans lequel on se situe, et puis pouvoir le faire changer, le faire évoluer de manière efficace. En fait, on s'est rendu compte, je termine là-dessus. J'ai fait faire une analyse l'an dernier avec une université norvégienne. Le foot, en fait, si on simplifie le plus possible, c'est maîtriser le ballon, prendre une décision et exécuter la décision. À chaque fois que je reçois la balle, il faut d'abord que je la maîtrise, après que je prenne une bonne décision, après que j'exécute bien la décision. Il faut savoir que tout ça va extrêmement vite, mais je me suis demandé, et si on analysait ce qui se passe avant la réception du ballon? J'ai fait faire une étude avec une université norvégienne qui faisait leur doctorat là-dessus. On a placé des caméras sur les toits,
et on a analysé leur capacité de scanner, c'est-à-dire que font les bons joueurs avant de recevoir la balle. Et surtout, combien de fois contrôlent-ils leur environnement dans les 10 secondes précédant la réception du ballon? On a eu des découvertes très intéressantes parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les très bons joueurs scannaient entre 6 à 8 fois avant de recevoir la balle. C'est quand même déjà du très très haut niveau, la première ligue. Et que les joueurs moins bons scannaient 4 à 6 fois dans les 10 secondes qui précédaient la réception du ballon. Et c'est extrêmement complexe parce qu'il faut regarder les mouvements des yeux. On a dû mettre... Il y a 50% des étudiants qui ont abandonné au bout de 3 semaines, tellement c'était délicat. Mais enfin, pour moi, c'était un message extraordinaire pour l'éducation des jeunes. C'est-à-dire créer des exercices qui, en fait, obligent la prise d'information avant d'être impliqué dans le jeu. Et c'est ça certainement une des routes pour l'avenir de l'éducation qui vont encore rendre le jeu meilleur. En fait, on se rend... Voilà, donc c'était une petite introduction sur ce qui nous semblait être intéressant et important à souligner par Arsène Wenger. Donc je pense que c'est une vidéo que vous avez déjà pu voir. Et il souligne l'importance de développer ce travail de prise d'information, de perception. Et c'est un axe, en tout cas dans le développement cognitif de la performance, c'est un axe qui nous semble, nous, essentiel et qui ne nous semble pas forcément toujours traité, en tout cas au niveau de l'entraînement des plus jeunes. Donc, c'était pour nous important de pouvoir l'évoquer avec vous. Alors, déjà, c'est se positionner et se dire qu'est-ce que veut dire prendre des informations. Donc, prendre des informations, bah là, vous avez 2 images face à vous qui sont très parlantes et qui sont très symptomatiques de ce qu'est prendre une information. Je vous laisse 10 secondes pour les comparer et vous rendre compte qu'il y a une différence essentielle qui est très visible, justement, qui est le fait que prendre une information pour nous, et on le voit sur l'image de gauche, l'ensemble des enfants ont leur regard qui est centré finalement sur le ballon. Donc, c'est l'élément essentiel de la prise d'information pour eux. Alors, même s'ils sont en proximité, effectivement, et de l'espace de jeu dans lequel se situe le ballon, on voit bien que leur attention, en tout cas, est centrée sur cet élément. A contrario, quand on passe à un stade expert, donc de très haut niveau, on a la capacité finalement de décentrer son regard pour regarder ce qui se passe autour de soi. Et prendre des informations, finalement, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand je ne regarde plus le ballon pour prendre des informations et pour comprendre ce qui se passe dans mon environnement, pour agir dans l'environnement et pour agir aussi sur cet environnement, ben quelque part, pour nous, c'est ça la prise d'information. Nous, on appelle ça aussi le continuum cognitif, c'est-à-dire que le jeu va impacter le choix que je vais effectuer par rapport à la perception que j'en ai, et le choix que je vais faire va impacter aussi le jeu. C'est pour ça qu'on dit prendre l'information comme un élément essentiel pour comprendre et agir sur et dans son environnement. Le jeu impacte le choix et le choix impacte le jeu. Donc, on est dans une sorte de boucle permanente et continue, et c'est un processus qui ne va jamais s'arrêter, mais avec des intensités et des variables qui vont être différentes. Parce que sur l'image de gauche, le processus de prise d'information, en comparaison avec ceux qui sont proches de l'action et les joueurs qui sont un petit peu plus loin, eh ben, la variable intensité, quelque part, elle va être différente. En tout cas, l'idée, c'est de faire en sorte que je sois le plus proche possible dans ce que je vais proposer à l'entraînement, dans la capacité de développer cette tendance et cette possibilité de mettre à disposition du joueur le développement de la prise d'information. Donc, dans le développement de la prise d'information, eh bien, on a la centration visuelle, quand on est un joueur débutant, et on appelle aussi ça l'étape émotionnelle. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui prime en fait sur la réflexion, et l'émotion, elle est créée par l'objet qui est le ballon pour les joueurs en catégorie U9, voire en catégorie U11. Et l'objectif, ça va être de passer à la décentration visuelle et passer à une étape qu'on appelle plutôt l'étape experte. Donc, c'est dans l'approche conative qu'on parle de ces différentes étapes. Et différentes étapes vont permettre la construction de différentes possibilités pour passer de cette étape émotionnelle à cette étape experte. Alors, c'est un long processus qui demande du travail, mais quand il est bien orienté, on peut, à mon avis, obtenir des résultats qui peuvent être très intéressants chez le joueur
pour l'aider finalement à mieux comprendre son environnement et à mieux agir dessus, parce que la première étape pour nous, c'est si le joueur ne s'informe pas et ne prend pas en considération ce qui se passe autour de lui, et bien quelque part derrière, l'ensemble du processus ne peut pas se mettre en place parce qu'il ne pourra pas comprendre ce qu'il y a face à lui, il ne pourra pas s'adapter ou décider en conséquence, et donc il ne pourra pas agir de la manière la plus efficace possible. Donc, pour pouvoir répondre au mieux au développement de la prise d'information chez le joueur, on a 4 étapes qui nous semblent importantes. La première étape dont on va parler ensemble ce soir, c'est l'étape du foot éducatif. Alors, on peut parler d'un public qui est débutant, c'est une catégorie U7 à U11. Et dans le travail de prise d'information, on va être plutôt dans initier la prise d'information chez le joueur. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la préformation, je vous disais tout à l'heure, qui est une étape intermédiaire, U12 à U15. On parle d'âge d'or des acquisitions. Et là, on va tenter de perfectionner tout ce qui est en lien avec la prise d'info. La troisième étape, ça va être tout ce qui est en lien avec la formation du joueur. Donc, on est plutôt dans un niveau qu'on dit confirmé, de U16 à U19. Et là, on va tenter d'optimiser la prise d'information. C'est-à-dire qu'il va y avoir des séquences qui vont être beaucoup plus en lien, par exemple, avec le poste du joueur, sa zone d'évolution. Donc, on optimise tous les repères de lecture qui vont être importants à prendre en considération si on veut être efficace sur le terrain. Et puis, la dernière étape, qui est pour nous l'étape de compétition. Donc, on passe à un stade expert. On est plutôt sur des U19 à des joueurs seniors, professionnels, post-formation. Et là, si le travail a bien été fait en amont, on devrait accompagner le travail de prise d'information chez le joueur. Alors, on est confronté à des publics adultes, peut-être certains d'entre vous, et il y a toujours un travail de fond qui est important à mettre en place sur le travail de prise d'info, peut-être de manière intégrée, voire implicite. En tout cas, l'idée, c'est de faire en sorte de passer par ces différentes étapes, et à chaque étape, on va tenter de mettre en place ce qu'on appelle des principes d'interaction et des micro et macro comportements qui vont être importants pour développer le travail de prise d'info. Donc la prise d'information aussi, c'est comprendre le processus du joueur dans le jeu. Donc je vous laisse regarder la séquence vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez à votre disposition. Alors peut-être qu'elle est un petit peu saccadée, j'ai l'impression. En tout cas, l'idée, c'est de réfléchir à comment s'organise le processus décisionnel. Il faut savoir qu'il est dans un contexte individuel, c'est-à-dire lui et son environnement proche, et puis un contexte aussi global, c'est-à-dire un environnement plutôt moyen à lointain. Donc, on peut parler de contexte local ou de contexte plus global. Ensuite, une fois qu'il est dans ce contexte, eh bien, il va falloir qu'il perçoive la situation, ce qui se passe autour de lui, et voire même qu'il anticipe. Alors, pour anticiper, il faut finalement reconnaître peut-être des situations qu'on a déjà vécues, des expériences, et être, entre guillemets, presque expert dans la reconnaissance de situations pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. En tout cas, il y a cette phase, une fois qu'on est dans un contexte, de perception de l'environnement pour comprendre ce qui s'y passe. Donc, il faut essayer de repérer des informations qui sont pertinentes. Et une fois qu'on a repéré ces informations pertinentes, eh ben, on va tenter de créer une idée de jeu. Une idée de jeu qui peut s'apparenter en fait à l'intention. Une fois que j'ai perçu mon environnement, eh ben, je vais essayer de créer une intention de jeu, notamment une intention tactique. Et cette intention, plus elle va être travaillée, plus finalement elle va devenir une intention qui va être intuitive, quelque chose sur lequel on ne va pas beaucoup mobiliser la réflexion, puisqu'on aura tellement mobilisé en amont la réflexion que finalement ça deviendra quelque chose d'intuitif, d'instinctif. Donc pour nous, la prise de décision intuitive et l'intention tactique, elle est liée au niveau de connaissance, de compétence, de conscience et de confiance du joueur. Et donc on a des éléments et des outils qui nous permettent de travailler dans ces 4 paramètres pour pouvoir développer la prise de décision tactique intuitive. Ensuite, une fois qu'il y a une intention qui est faite et il y a une prise de décision, eh bien, il va y avoir une action, une exécution motrice, donc le geste technique en l'occurrence du joueur. Et puis, il va y avoir un feedback qui va être immédiat ou différé, c'est-à-dire est-ce que l'action est réussie ou pas, et différé qui peut être un feedback aussi donné par l'entraîneur. Et ce feedback, il peut être interne, c'est-à-dire le ressenti du joueur et la façon dont il va percevoir les choses pour pouvoir éventuellement gérer la prochaine action, mais il peut être aussi externe, c'est-à-dire nous en tant que coach, lui donner un retour sur ce qu'on estime. Je dis bien ce qu'on estime, et les mots sont importants, ce qu'on estime être la solution adéquate et la solution efficace. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui travaillent plutôt sur la deuxième possibilité, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le feedback et la partie motrice
de l'action, c'est-à-dire l'exécution. Donc, on est plutôt sur la partie visible de l'action et l'intervention qu'on peut faire sur le joueur pour améliorer cette action en lui donnant des critères de réalisation qui nous semblent, nous, être pertinents et adaptés à la situation, ne sont pas toujours une aide pour le joueur parce que quelque part, on ne lui donne pas la possibilité d'exprimer sa singularité de ce qu'il est profondément au travers de ses ressources aussi qu'il a à disposition. Et donc, quelque part, nous, notre rôle, en tout cas, on pense que ce qui est juste à effectuer sur la recherche d'une technique qui est dite idéale, mais on va plutôt accompagner le joueur sur une motricité qui lui est spécifique en respectant ce qu'il est, sa singularité, et en ayant finalement un passage entre les critères de réalisation aux critères de réussite. Donc, ce qu'il faut comprendre quelque part, c'est qu'on n'agit pas directement sur les apprentissages, mais sur les conditions de cet apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à mon avis. Et en agissant sur les conditions, on va créer des contextes d'apprentissage qui sont essentiels à la progression du joueur. Donc, on est des constructeurs de contextes et d'environnements d'apprentissage. Et pour développer la prise d'information, pour nous, il ne sert à rien d'être dans l'interventionnisme, c'est-à-dire de dire tourne la tête, positionne-toi de cette façon, tu aurais dû regarder ici. En fait, il faut créer des environnements qui vont finalement provoquer et qui vont créer, entre guillemets, l'obligation du joueur de s'adapter et en s'adaptant, de pouvoir utiliser les critères qui vont lui permettre d'être efficace dans sa prise d'information. Donc, pour ça, nous, on pense que le jeu reste l'élément fondamental et essentiel dans le développement du travail de prise d'information. On dit souvent que le jeu est le meilleur des entraîneurs. Et c'est vrai que le jeu, le contexte de jeu, de par son incertitude, de par son instabilité, va quelque part permettre de développer et d'optimiser ce travail de prise d'information. Donc, ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est de rendre le joueur le plus autonome possible dans sa prise de décision. C'est-à-dire qu'on va essayer de développer, au travers du travail qu'on va proposer, sa capacité d'auto-adaptation. Et surtout, on ne va pas décider à sa place. C'est lui qui va décider, qui va prendre des décisions sur l'environnement et sur les perceptions qu'il en aura pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc, pour l'entraîneur, tout l'enjeu, c'est de construire en fait des tâches d'entraînement qui vont favoriser quelque part ce qu'on appelle le cycle perception-action. Et dans le cycle perception-action, on va tâcher de développer certaines situations spécifiques du jeu, ce qui veut dire qu'on va développer les intentions tactiques et en même temps développer ce qu'on appelle le repérage des affordances. Le repérage des affordances, c'est les invitations à l'action chez le joueur, en tout cas dans son environnement. Les invitations à l'action ou les possibilités d'action que va avoir le joueur. Donc, il faut créer des contextes qui soient alignés le plus possible avec ce qu'il va retrouver en compétition. Donc, sur le plan local, à titre individuel, mais aussi sur le plan global d'un point de vue collectif. Et quelque part, on va favoriser chez le joueur sa capacité à apprendre à scanner, comme le disait Arsène Wenger, son environnement pour mieux interagir avec. Et interagir avec, c'est agir sur et dans son environnement. Donc, on a plusieurs possibilités d'axes perceptifs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on va essentiellement voir ce soir tout ce qui est en lien avec la perception visuelle. Donc, on va apprendre en tout cas, on va tenter de faire apprendre au joueur et de l'accompagner dans son apprentissage pour lui faire découvrir son environnement et lui donner quelques stratégies qui vont l'aider à développer aussi ses intentions de jeu qui sont en lien avec la prise d'information. Donc, on a différents principes d'interaction. Ils sont au nombre de 3. Alors, certains les appellent espaces de phase. Nous, on les appelle espaces d'interaction. Parce que dans ces espaces, le joueur est en permanence en interaction avec ses propres structures, voilà, les structures qu'il compose, mais aussi avec les partenaires, les adversaires, le ballon, l'espace à disposition. Donc, on préfère les appeler les espaces d'interaction. Donc, on a 3 types d'espaces d'interaction. L'espace proche, qui est l'espace numéro 1, l'espace proche du joueur, qui est conditionné par la position du ballon et le premier joueur dans la zone du ballon. L'espace qu'on appelle aussi d'aide mutuelle, mais qui est l'espace médian chez nous. Et puis le 3e espace qui est l'espace lointain et qui est aussi l'espace de coopération. C'est le nom qui est donné par Cerullo, le responsable de la méthodologie d'entraînement au Barça. Et donc, voilà, on n'a pas voulu reprendre les termes, mais si ça vous semble plus facile en termes de compréhension, vous pouvez utiliser ces trois types d'appellation des espaces. Et donc, dans le cadre de ces espaces d'interaction, eh bien, on va avoir, nous, ce qu'on appelle des principes d'interaction. Le premier principe d'interaction, c'est le principe d'interaction individuelle générale. Le principe d'interaction individuelle générale, c'est finalement
tout ce qui va être utile pour le joueur et peu importe le poste sur lequel il va évoluer. C'est-à-dire conduire le ballon, passer, l'aide au porteur, la première touche et donc la prise d'information. Pour nous, c'est des principes d'interaction individuelle généraux qu'il faut pouvoir maîtriser et qui peuvent naviguer d'un poste à l'autre ou d'une zone à l'autre, peu importe la zone d'évolution du joueur. Deuxième principe d'interaction, pour nous, c'est le principe d'interaction individuelle spécifique, où là, on va traiter un petit peu plus de tout ce qui est en lien avec le poste du joueur, donc un travail spécifique au poste, suivant la zone dans laquelle il évolue. Le troisième principe d'interaction, c'est le principe d'interaction collective générale, où là, on va traiter plutôt de principes qui sont utiles de manière globale, et ça, peu importe le projet de jeu que vous avez, par exemple, occuper l'espace, créer des situations en avantage, c'est des principes d'interaction collective généraux qui fonctionnent peu importe le modèle de jeu que vous allez avoir. Et puis, le dernier principe d'interaction qu'on va utiliser, c'est le principe d'interaction collective spécifique, où là, on va être un petit peu plus en lien avec le style de jeu, le modèle de jeu, bref, le projet de jeu que vous avez et que vous développez au sein de votre équipe et peut-être de votre club. Donc pour nous, dans le cadre du travail proposé, nous ferons évoluer plus spécifiquement les joueurs sur les principes d'interaction individuelle généraux, sur les catégories U9, U11, et on fera évoluer les joueurs principalement sur l'espace d'interaction numéro 1 et l'espace d'interaction numéro 2. Voilà, ça va être les principaux espaces d'interaction sur lesquels on va faire travailler les joueurs et on tentera de développer les notions de prise d'information dans ces espaces-là. Donc, quels sont les éléments qui vont favoriser le développement de la prise d'information? Ils sont au nombre de 4. Et suivant les catégories d'âge dans lesquelles vous allez être, vous allez pouvoir vous concentrer et développer ces éléments favorables au développement de la prise d'info. Il y a déjà le « où ». Le « où », c'est suivant ma position et la position du ballon, où mon regard doit-il se diriger en priorité? Puisqu'on est sur le travail de prise d'information essentiellement visuelle, le travail du « où », il est important parce qu'il va permettre de se situer dans son environnement et de poser son regard sur l'espace ou le lieu qui me semble être le plus pertinent par rapport à ma position sur le terrain. Le deuxième élément, c'est le quand. Est-ce qu'il existe un moment particulier pour prendre les informations? La réponse est oui. Il y a certains moments qui sont plus favorables à la prise d'infos. Et l'objectif dans le travail, c'est de pouvoir sensibiliser le joueur sur le moment ou les moments qui sont essentiels pour prendre les informations, scanner son environnement, pour pouvoir agir sur et dans son environnement. Le troisième point, c'est le comment, c'est-à-dire quelles sont les meilleures façons de prendre des informations. L'objectif, c'est d'entraîner le joueur, de créer des contextes pour faire émerger les façons qui sont les plus pertinentes pour pouvoir s'informer sur le terrain. Et le dernier point, le quatrième élément, c'est le quoi, c'est-à-dire quelles sont les informations qui sont importantes à prendre en considération, ce qu'on va appeler les repères de lecture. Ces repères de lecture-là, ils vont permettre au joueur de savoir sur quoi il doit porter son attention et donc l'attention, porter son attention sur une information pertinente, c'est déjà se créer une intention de jeu. Donc nous, dans les catégories du football éducatif, on va plutôt axer notre travail sur le comment et le quoi. Comment, quelles sont les meilleures façons de prendre des informations, et le quoi, quelles sont les informations qui sont les plus importantes à prendre en considération lorsque l'on est sur le terrain. Donc les différents éléments qui sont essentiels et importants et qui vont favoriser la prise d'information. Dans le comment, les meilleures façons de prendre les informations, elles vont être au nombre de 3. La première, c'est comment je vais utiliser mon corps pour voir un maximum d'espace. C'est-à-dire la manière dont je vais me positionner sur le terrain. Par exemple, dans le jeu de position, on a tendance à confier le placement et la position. Le placement, c'est je peux très bien être bien placé, mais mal positionné, et à l'inverse, bien positionné, mais mal placé. Donc, quand on va parler de position, on va parler de position corporelle. Donc, la position de mon corps, elle doit être utile à l'action, pour donner de la continuité, et elle doit me permettre de voir un maximum d'espace en ayant une épaule vers le ballon et une épaule vers le but quand je suis dans le même couloir de jeu, comme on peut voir ici par exemple sur la situation.
Là, les joueurs sont dans le même couloir de jeu, porteur du ballon, futur receveur. Donc, l'idée, c'est d'avoir une épaule vers le but adverse et une épaule vers le ballon, ce qui doit me permettre de voir un maximum d'éléments. C'est aussi ne pas avoir les pieds dans la même direction que le ballon. Et quand le ballon est derrière moi, c'est me positionner pour voir un maximum d'éléments du jeu, comme les joueurs qui sont positionnés ici, qu'on peut estimer être des latéraux. Alors, pour que ce soit un petit peu plus parlant, une séquence vidéo. Alors, sur les séquences vidéo, à chaque fois, il faudra observer le joueur qui sera entouré en rouge et qui vous permettra de prendre de repères sur sa position. Voilà, donc là, le joueur excentré qui va demander le ballon. Et là, effectivement, on peut observer sa position, les épaules latérales, les pieds qui ne sont pas dans la même direction du ballon pour pouvoir recevoir la balle. Et de la même manière, le joueur ici, qui va s'orienter et orienter son corps pour pouvoir prendre, vous voyez qu'il prend l'information, il voit son environnement et il va pouvoir agir en conséquence et effectuer sa passe à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est d'avoir une orientation corporelle qui puisse permettre de voir un maximum de choses sur le terrain. Deuxième séquence, représentative de la position corporelle à avoir et à utiliser. Donc, le joueur numéro 8, là, qui est au milieu du terrain, vous allez voir qu'il va utiliser une orientation qui va lui donner la possibilité de prendre l'information, de voir ce qui se passe devant lui et de pouvoir orienter sa première touche dans un espace favorable, donc même si la suite de l'action est un petit peu plus compliquée pour lui. Mais l'objectif, c'est de faire prendre conscience aux joueurs, au travers du travail que vous allez proposer, que l'orientation corporelle, elle est essentielle pour voir le ballon et prendre un temps d'avance sur le choix et l'orientation de jeu que je vais effectuer à T+1. Donc voilà, son orientation, les pieds qui ne sont pas, il est dans le même couloir de jeu que le porteur, les pieds ne sont pas dans la même direction que le ballon, les épaules sont ouvertes pour qu'il puisse jouer vers l'avant. Deuxième point important dans le comment, c'est comment je vais utiliser ma tête. Alors, pas en lien avec l'intelligence de jeu, mais plutôt la manière dont je vais tourner la tête, le nombre de fois, ça s'appelle la fréquence du scan. Alors, sur les définitions du scan, certains auteurs ne sont pas forcément d'accord. Ils parlent de scan quand il y a un aller-retour entre le ballon et puis l'environnement. Et d'autres parlent de scan quand il y a, par exemple, je prends le ballon, je regarde le ballon, je regarde autour de moi, ça c'est un scan, je regarde autour de moi, je reviens, ça c'est un autre scan. Donc dans certains, un scan, il y en a d'autres qui en comptent deux. Bon voilà, ça c'est le petit aparté, la petite parenthèse. En tout cas, l'idée, c'est tourner la tête pour scanner le plus fréquemment possible parce que la position que j'adopte, elle ne me permet pas forcément de voir tout l'environnement qui est autour de moi. Donc l'idée, dans ce travail de scan, c'est de, pareil, prendre conscience qu'il y a trois types d'espaces. Le premier espace, c'est l'espace visuel, c'est-à-dire que c'est celui où on voit le départ du ballon et peut-être des adversaires qui sont positionnés sans qu'on ait nécessairement besoin de tourner la tête. Ensuite, il va y avoir le second espace où là, c'est l'espace ouvert. C'est celui qu'on va voir lorsqu'on va tourner la tête. Et puis, bien évidemment, s'il y a un espace ouvert, il y a toujours un espace fermé. Vous tournez la tête à gauche, votre espace fermé il va être à droite. Vous tournez la tête à droite, votre espace fermé il va être à gauche. Donc, l'idée, c'est de faire travailler vos joueurs pour qu'il y ait une fréquence de rotation, une fréquence de rotation de la tête qui va permettre de voir un maximum d'éléments qui vont être pertinents pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Donc là, on va avoir quelques séquences pareil sur des catégories U9. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est sur des catégories U9. U9, U11 et on a quelques images sur des U12. Donc là, on va voir que le joueur numéro 5, il va s'ajuster pendant sa course pour prendre l'information, voir ce qui se passe autour de lui. Alors, le ballon ne va pas lui parvenir, mais l'idée, c'est déjà d'avoir cette intention de regarder ce qui se passe autour de moi quand le ballon, par exemple, est loin de moi pour pouvoir m'informer et pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Une deuxième séquence, même principe, où là, ça va être le joueur à l'intérieur, voilà, le numéro 4, qui, dans le temps de déplacement du ballon, alors là, on est un petit peu sur le « ou », alors même si ce n'est pas un axe prioritaire, mais on en parle en aparté,
On le voit, il s'informe, il tourne la tête pour pouvoir agir en conséquence et effectuer sa première touche vers l'avant, puisqu'il estime, de par ce qu'il a perçu, qu'il avait la possibilité de percuter et d'aller vers l'avant. Une dernière séquence. Alors, sur les 2 images et les 2 vidéos que vous avez vues, forcément, sur la catégorie U9, le travail de fréquence de scan, il est plus difficile à obtenir. Ceci étant, si on a déjà un scan pour que le joueur se renseigne sur son environnement, notamment quand le ballon va arriver vers lui, c'est déjà un objectif, je pense, intéressant à atteindre pour cette catégorie d'âge. Là, on va être sur un autre type de scan. Alors, on est sur une catégorie U12, un petit peu plus grand. Mais vous allez voir que le joueur à l'intérieur, il va scanner fréquemment. Voilà. Il est sur entre 3 et 4 scans qui lui permettent de voir son environnement. Alors, je vais juste vous la repasser. Voilà. Donc, il est proche du porteur et il va tourner. Il a son espace visuel, là où il voit le ballon, puis il tourne la tête à gauche, à droite, pour pouvoir finalement avoir toujours un angle ouvert et savoir ce qui se passe aussi à l'opposé. Donc, un angle ouvert, un angle fermé. Et puis, je tourne ma tête encore une fois à l'opposé, dans l'angle fermé, qui devient à ce moment-là l'angle ouvert, et à l'opposé, ça devient l'angle fermé. Et il va le faire aussi une seconde fois pour s'informer de ce qu'il a dans son dos. Donc, il a tourné la tête pour pouvoir voir et comprendre son environnement. Enfin, le 3e point, c'est comment je vais utiliser mes yeux. Et ça, vous n'avez pas une action directe sur ces situations-là et sur le développement de l'utilisation des yeux. Par contre, dans le cadre des exercices que vous allez proposer, on va parler de temps de fixation. Et les temps de fixation, quand on prend des informations, c'est des temps qui sont courts. Le regard, en fait, il va se porter sur des éléments qui sont importants, mais de façon très rapide. On peut utiliser la vision centrale, et principalement la vision centrale, mais aussi la vision périphérique. Ce qui veut dire que dans le travail que vous allez proposer pour favoriser l'utilisation des yeux, je pense que le travail qui est du style montrer des chiffres pour pouvoir s'informer et prendre des décisions, ce n'est pas quelque chose qui, moi, me parle, ou en tout cas qui me semble pertinent dans le développement de la prise d'information. Parce que les temps de fixation sont tellement courts qu'en fait, le joueur ne regarde jamais les détails. 1005. J'ai désactivé le son. Donc, les temps de fixation sont très courts. Et donc, finalement, on ne peut pas travailler sur le détail. Donc, quand vous faites montrer à vos joueurs un chiffre et que c'est ce chiffre-là qui implique une décision à prendre, finalement, on n'est pas en lien avec le travail perceptif qui va réellement être celui qu'on va retrouver en match. Donc, quelque part, pour être efficace sur le comment, c'est une contingence des éléments, c'est-à-dire l'utilisation de mon corps, l'utilisation de ma tête et l'utilisation de mes yeux, qui va faire que je vais être le plus efficace possible. Ceci étant, il y a certaines situations où on ne va utiliser qu'un élément, élément des 3. Le son, c'est pas bon. Désolé, je fais du mieux que je peux pour le son. Je suis désolé. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez travailler et balayer ces 3 possibilités, ces 3 comment. Mais par exemple, il y a certains joueurs qui vont préférer, plutôt que d'être orientés latéralement par rapport au ballon, et ça c'est une préférence et c'est une singularité, ils vont préférer être positionnés de façon plus verticale par rapport au ballon qui va leur arriver. Donc eux, c'est des garçons qu'il va falloir beaucoup faire travailler sur la rotation de tête et sur la prise d'information en utilisant la tête et en utilisant les yeux. Voilà, c'était un petit aparté. Donc sur le comment, les 3 manières, et puis on va passer aussi sur le quoi. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on sait comment on peut prendre les informations, il y a des éléments qui sont plus pertinents que d'autres et qui sont essentiels pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. On va avoir 2 moments, le moment avec ballon et le moment sans ballon. Nous, ce qu'on va voir là ce soir, c'est le moment avec ballon, c'est-à-dire quels sont les repères de lecture qui sont importants à identifier lors de ma prise d'information, lorsque j'attaque et avant de recevoir le ballon. Parce que vous pouvez faire travailler les moments avec ballon, mais pour le porteur de balle, c'est-à-dire que je suis en possession du ballon
et il faut que je m'informe dans mon environnement pour prendre une décision. Nous, on va essayer de s'accorder sur le fait de voir avant de recevoir le ballon. Donc, je peux être dans une situation où je vais essayer d'identifier ce qu'on appelle l'espace en avantage. L'espace en avantage, c'est l'espace dans lequel je vais pouvoir effectuer ma première action. Donc, ça peut être ma première touche, ça peut être ma conduite, ça peut être ma passe. Et l'espace aussi dans lequel je peux recevoir le ballon. Donc, dans le dos des adversaires, dans ce qu'on appelle un carré, dans la profondeur aussi. Et l'objectif, ça va être de pouvoir identifier ces espaces quand je suis non porteur, quand je suis dans l'espace moyen, hein, qu'on a vu tout à l'heure, et que je suis en position de recevoir la balle. Donc, pour traduire la lecture des espaces en avantage, on va identifier donc un joueur qui va, dans un premier temps, se positionner déjà, de par son appel, dans un espace favorable pour recevoir le ballon. Donc, il a identifié un espace en avantage. Ensuite, il va identifier un second espace en avantage dans lequel il va pouvoir effectuer sa première touche. Et son partenaire passeur, qui va devenir donc non porteur, va lui, à son tour, identifier un espace en avantage dans lequel il va pouvoir faire son appel et tenter de conclure son action. Donc, l'idée, c'est de créer des environnements d'apprentissage, des contextes d'apprentissage qui vont permettre à nos joueurs d'identifier l'espace en avantage dans lequel je vais pouvoir effectuer mon appel pour recevoir le ballon, identifier l'espace en avantage dans lequel je vais pouvoir effectuer ma première action, et c'est très souvent lié à la première touche, et ça c'est un repère important que vous pouvez avoir, et l'espace en avantage dans lequel je vais pouvoir effectuer mon appel pour recevoir le ballon et pouvoir enchaîner et donner de la continuité à mon action. Donc la première touche, c'est un élément qui est assez symptomatique de la capacité du joueur en fait, à avoir bien perçu son environnement, parce que finalement, la manière dont il oriente sa première touche, notamment dans les espaces en avantage, ça va être plutôt un élément qui va vous permettre, vous, de vous dire il a pris l'information avant de recevoir le ballon. On va avoir l'exemple sur cette situation. On va avoir un joueur donc, qui va être en situation de recevoir le ballon dans le couloir axial et qui va donc identifier l'espace en avantage pour orienter sa première touche et donner de la continuité à son action. Donc, il a vu qu'il y avait de l'espace devant lui, il accélère. Et une fois qu'il a donné son ballon, il a identifié un second espace en avantage et son intention, parce qu'on parlait tout à l'heure de création d'intention, même si le ballon ne lui arrive pas, son intention, en tout cas, c'est d'exploiter cet espace en avantage parce qu'il a estimé que c'était celui qui était le plus efficace pour pouvoir donner du sens et de la continuité à son action. Donc, la première chose, le quoi, c'est créer des conditions qui vont permettre à vos joueurs d'analyser et de percevoir les espaces en avantage, mais deux types d'espaces, l'espace où je peux recevoir le ballon et l'espace où je peux effectuer ma première action. Le deuxième point, c'est ce qui est en lien avec l'identification du partenaire en avantage. Le partenaire en avantage, c'est quel est le joueur qui va pouvoir, de par son placement, donner de la continuité au jeu. Donc, avoir de l'espace et du temps en sa faveur pour pouvoir donner la possibilité de faire évoluer l'action, soit progresser dans le camp adverse, soit aller dans la zone de finition pour finir. Donc, sur la séquence vidéo, on va observer le joueur à l'intérieur dans le couloir axial qui va s'informer. Il tourne la tête, il est orienté et il tourne la tête et il a vu son partenaire en avantage. Il oriente sa première touche et il vient le trouver pour qu'il puisse donner de la continuité au jeu et donc rentrer dans la zone de finition. Donc l'objectif, au travers des aménagements que vous allez mettre en place, c'est de pouvoir faire en sorte de créer des situations qui vont faire naître, qui vont faire émerger le fait que le joueur doit identifier quel est mon partenaire en avantage et vers qui je peux transmettre le ballon pour donner de la continuité à l'action de jeu. Le dernier point, c'est tout ce qui est en lien avec l'adversaire notamment en pression.
où se situe mon adversaire en pression et par rapport à son déplacement, comment je peux m'organiser pour être le plus efficace possible, de la même manière pour donner de la continuité au jeu. Donc sur l'action ici, le joueur qui va être en demande, dans son temps de course, il va tourner la tête, donc il va utiliser le comment pour pouvoir identifier la façon dont l'adversaire va venir en pression. Quel espace il lui ouvre et quel espace il lui ferme. Et donc, il prend la décision de faire une première touche à l'intérieur du jeu pour trouver un partenaire à l'opposé. Deuxième situation, où là, par contre, on va pouvoir s'interroger sur la qualité de la prise d'information et où finalement, est-ce que ça n'aurait pas de nécessité que le joueur scanne une deuxième fois pour identifier la zone dans laquelle venait l'adversaire en pression et la zone dans laquelle il aurait dû faire sa première touche et orienter dans l'espace en avantage. Je vais juste vous la remontrer parce qu'elle me semble intéressante. Où là, on va voir le joueur en demande. Il tourne la tête, il va tourner la tête une première fois et ça aurait nécessité une fréquence où finalement, il ne voit pas forcément son adversaire arriver dans la zone en pression. Et là, il a un espace en avantage qui est sur sa gauche, dans lequel il aurait pu effectuer sa première touche pour éliminer directement son adversaire. Donc l'objectif, c'est vraiment de voir quelle est la course de mon adversaire en pression, en quelle zone il vient me mettre en duel, pour que je puisse ajuster ma première touche en conséquence. Donc, où sont placés les adversaires et l'adversaire vient-il en pression sur moi et de quelle manière pour pouvoir l'éliminer sur ma première touche ou orienter ma première action suivant l'action de mon adversaire. Donc, les différents exercices qu'on propose dans les catégories d'âge U9, U11, ce sont des exercices qui sont plutôt ce qu'on appelle, nous, des tâches d'entraînement représentatives et la plupart du temps sur des formes jouées. Donc là, on est sur un exemple de ce qu'on appelle un jeu de possession, où l'idée, ça va être de conserver le ballon en faisant des allers-retours. L'objectif donc pour l'équipe qui est en possession du ballon, c'est de faire des allers-retours en trouvant les joueurs à l'extérieur. Quand le ballon est dans une zone, tous les joueurs doivent s'y trouver. Et c'est interdit de défendre à partir de la zone opposée au ballon. C'est-à-dire l'équipe rouge, par exemple, sur la situation, elle a l'obligation de se retrouver dans la zone où se situe le ballon. La deuxième chose, c'est que l'équipe qui attaque peut aller dans la zone supérieure en franchissant la ligne en conduite, mais elle peut aussi transmettre le ballon au joueur joker. Mais elle peut lui transmettre d'une certaine façon. C'est que si le joueur joker rentre à l'intérieur du terrain en appui, l'équipe qui attaque va pouvoir lui transmettre le ballon. Ce qui oblige en fait finalement les joueurs qui sont à l'intérieur à avoir une orientation corporelle et à tourner la tête pour identifier le partenaire dans la zone supérieure, le partenaire en avantage, ou identifier l'espace en avantage et savoir est-ce que je peux transmettre à mon partenaire, est-ce que je peux progresser avec le ballon dans l'espace en avantage et donc orienter ma première touche, ou est-ce que je dois remettre le ballon au joueur soutien qui, lui, va essayer de trouver une autre solution dans le jeu. Donc l'idée, c'est pareil de garder et de mettre en place un contexte qui va favoriser l'émergence du comportement, tourner la tête et orienter son corps. Deuxième possibilité, deuxième jeu que vous pouvez proposer, catégorie U9, U11. Donc, vous ajustez en fait les distances, les contraintes et les espaces pour vous permettre d'obtenir et d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc là, on est sur l'idée que les joueurs doivent trouver un des deux buts pour pouvoir marquer. Et l'objectif, pour le joueur qui va se situer dans la rivière en arrière et qui défend les deux buts, c'est que dès que le ballon traverse une rivière, le joueur qui défend les deux buts, au départ, il est fixe, mais il a la possibilité de sortir en pression sur le futur receveur. Ce qui oblige le futur receveur à s'informer de la position de l'adversaire dans son dos, savoir s'il est sorti en pression ou pas, et d'orienter sa prochaine action. Sa prochaine action qui peut être, si l'adversaire ne vient pas en pression, orienter ma première touche pour aller vers l'avant.
si l'adversaire vient en pression, contrôler et trouver mon partenaire qui est en avantage, par exemple. Ensuite, je voulais vous mettre une petite séquence vidéo pour vous expliquer que parfois on utilise aussi l'exercice qu'on appelle adaptatif, plutôt ou aléatoire, peu importe les termes, mais on peut passer par l'exercice, la répétition du geste, peut-être pas sur la catégorie U9, un petit peu plus sur la catégorie U11, mais elle doit toujours être contextualisée. Donc, pour qu'elle soit contextualisée, la petite séquence vidéo, l'objectif, c'est de vous montrer qu'au travers d'un événement ou d'une situation de match, voilà, le joueur vient en pression, j'ai identifié un espace en avantage et je vais effectuer ma première touche dans cet espace. Donc, l'objectif pour nous, ça va être de créer un exercice qui soit en lien avec cette problématique. Donc, l'exercice va être le suivant. Temps de passe, un adversaire vient bloquer un espace et suivant l'espace qui a été bloqué, je vais orienter ma première touche en conséquence. Avec finition but, ça peut être aussi une conduite. Vous pouvez y rajouter un duel entre les deux joueurs. Une fois que la coupelle est passée, je reviens en fait faire ma course pour défendre. Ça donnera un petit peu plus de sens aussi à l'action défensive du joueur. Mais l'idée, c'est, voilà, j'identifie quel est mon espace en avantage. Et une fois que j'ai identifié mon espace en avantage, eh ben, j'enchaîne ma première action. Et sur la partie de droite, l'exercice de droite, l'objectif, c'est de prendre une deuxième information par rapport au joueur qui est venu bloquer un des deux buts dans le temps de prise de balle, pour finalement lever la tête entre deux, comme si le gardien de but, par exemple, s'était déplacé dans une zone et que je vais venir croiser ma frappe ou que je vais frapper plutôt vertical si la prise de balle s'est faite de ce côté. Donc l'idée, c'est d'enchaîner deux prises d'information, une prise d'information avant que je reçoive la balle et une prise d'information entre ma première touche et l'action qui va suivre. Un autre exercice qui est un petit peu sur le même principe, où là, cette fois-ci, avec la catégorie U11, on va travailler la prise d'information, mais de ce qui se passe dans son dos. Donc, l'idée va être un petit peu la même, c'est-à-dire qu'on va avoir un joueur qui va aller contourner une coupelle. Et l'objectif pour moi, ça va être de tourner la tête pour regarder ce qui se passe dans mon dos, un petit peu à l'exemple de la situation qu'on a vue tout à l'heure, où le joueur, finalement, ne regardait pas ce qui se passait derrière lui, ou en tout cas ne scannait pas une deuxième fois, et qu'il aurait pu orienter sa première touche dans l'espace en avantage. Donc là, l'idée, c'est de travailler un petit peu plus là-dessus. Donc voilà ce que ça peut donner en termes d'exercice. Alors, on n'a pas fait avec un passeur, on l'a fait avec une planche. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a un 1-2 qui est fait avec la planche, enfin, on s'appuie sur la planche et on a un joueur donc, qui va effectuer une conduite de balle vers un des deux plots. Et celui qui a effectué sa passe contre la planche, il va devoir faire sa prise de balle à l'opposé, dans l'espace ouvert. Donc l'idée, c'est que ça l'oblige à tourner la tête, à scanner et à ajuster sa première touche pour être le plus efficace possible derrière. Une autre situation de jeu où là, on va être plutôt dans l'identification des espaces en avantage. On appelle chez les U9, alors on utilise un langage assez imagé, on appelle ça le jeu du château. L'objectif, ça va être de marquer et la consigne va être que le joueur qui défend un des deux buts, une fois qu'il a fixé une zone, je vais revenir en arrière, une fois qu'il a fixé une zone, il ne peut plus sortir de cette zone-là pour la défendre à partir du moment où le ballon a franchi la ligne du milieu. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un espace en avantage qui va être créé, et cet espace en avantage, je peux l'utiliser de deux manières, soit par la conduite, soit en y effectuant un appel pour pouvoir aller finir mon action. Un petit peu de la même manière que la vidéo qu'on a vue auparavant sur le joueur qui demande le ballon dans la profondeur. Donc, l'objectif, identifier l'espace en avantage pour pouvoir s'y insérer et aller finir son action. Un autre jeu que vous pouvez utiliser sur une séquence à 3 contre 3, il va y avoir 2 buts à attaquer et 2 buts à défendre. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Par contre, on va enlever un sens au joueur, c'est-à-dire qu'on va interdire de communiquer par la parole. Donc, les joueurs vont finalement, au travers de ce contexte, être dans l'obligation de se regarder et de percevoir le déplacement de mon partenaire pour que je puisse trouver celui qui est dans la meilleure situation possible, soit pour donner de la continuité au jeu, soit pour finir l'action.
Chez les plus jeunes, on utilise aussi beaucoup les jeux d'initiation. Alors, vous connaissez l'épervier de manière très classique, c'est-à-dire que je dois franchir une rivière où j'ai un chasseur qui doit m'empêcher de la franchir. Et l'évolution, c'est de le faire à 2 contre 1. C'est-à-dire que vous allez faire jouer vos joueurs à 2 contre un défenseur. Et l'objectif pour le porteur de balle, mais surtout pour le non-porteur, c'est d'identifier si je dois effectuer ma première touche pour progresser ou ma première touche pour retransmettre le ballon à mon partenaire et donc donner de la continuité par rapport au comment et au quoi. La balle au capitaine aussi dans les jeux d'initiation qu'on va pouvoir réinvestir. Donc là, l'objectif, ça va être de trouver le capitaine dans la zone dans laquelle le défenseur n'aura pas été. Et le défenseur, il est fixe pendant 5 secondes et à chaque fois, il a la possibilité de changer de zone, ce qui oblige les garçons qui sont à l'intérieur du terrain en possession de s'informer en permanence sur quel est mon partenaire en avantage et comment il est positionné pour que je puisse, et où il est positionné pour que je puisse lui donner le ballon et marquer un point. Enfin, un dernier jeu sur la catégorie U9, U11, qui est un jeu plutôt de coordination. L'idée, c'est que les joueurs jaunes doivent toucher les non-porteurs pour pouvoir marquer un point. À partir du moment où je suis porteur du ballon, le joueur en jaune ne peut pas venir me toucher pour marquer. Donc, ce qui oblige les non-porteurs à identifier les adversaires en pression et à être sollicitant pour recevoir le ballon. Et le porteur du ballon, une fois qu'il a donné la balle, c'est identifier les espaces en avantage où je vais pouvoir me déplacer sans avoir à être touché par un adversaire, mais aussi un espace dans lequel je vais pouvoir recevoir le ballon. Donc là, il va falloir jouer sur la variante espace pour que vos joueurs soient en réussite, la variante aussi nombre de ballons à disposition pour que vos joueurs réussissent, et puis au fur et à mesure, un axe de progression, ça peut être de mettre moins de ballons ou de réduire l'espace pour pouvoir avoir encore plus de prise d'information, de scan et de déplacement dans les espaces libres ou de transmission aux joueurs en avantage. Les jaunes sont fixes dans les carrés et les noirs, par contre, peuvent se déplacer d'un carré à l'autre. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé de balayer les points qui me paraissaient être importants et essentiels sur la catégorie U9 et U11. On est sur 2 éléments, le quoi et le comment. Et à l'intérieur de ces éléments-là, eh bien, on va y mettre des spécificités, ou en tout cas des outils, des éléments qui vont permettre aux joueurs de pouvoir être le plus efficace possible dans sa prise d'information. Donc, on peut consacrer ce dernier temps à un temps d'échange si certains d'entre vous ont des questions. Je vous laisse prendre la parole, le micro, ou écrire la question simplement. Alors, merci pour l'info, pour optimiser la qualité de la vidéo. J'ai essayé de le faire hier et puis ça n'a pas forcément bien fonctionné sur l'essai qu'on a fait. Donc, c'est pour ça. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien revenir sur le dernier exercice que vous proposez. Allez, je vais revenir en arrière. Celui-là, le jeu de coordination? Ouais, exactement. Oui. J'ai la sensation que c'est un peu contre-intuitif le fait de vouloir donner le ballon à un joueur qui est mis sous pression par rapport à ce qu'on peut leur demander, par exemple en match, etc. Alors, l'idée, je comprends ce que vous voulez dire, Simon. L'idée, en fait, c'est de pouvoir se rendre disponible et d'être en mouvement pour effectivement éviter que l'adversaire vienne, par exemple, me marquer ou me sortir d'un marquage. Vous voyez, c'est un petit peu ça la construction de ce travail de coordination. Donc, on n'est pas forcément dans une recherche d'aspect tactique, même si
elle existe et elle est implicite. Mais on est plus sur une variable de développement de la coordination motrice du joueur, c'est-à-dire apprendre à courir et à se déplacer tout en prenant une information dans son environnement. Donc voilà, c'était l'objectif de ce jeu. Après, pour donner du sens avec l'action tactique, je dirais que le fait d'éviter l'intervention de son adversaire dans la capacité à se démarquer, par exemple, ça peut être aussi en lien avec ce type d'exercice. Donc, dans les jeux, par exemple, de démarquage, ce qu'on utilise, nous, fréquemment, c'est le principe du toucher. C'est-à-dire, je touche et je ne peux plus participer à l'action ou je suis contraint sur un nombre de touches. Vous voyez, donc l'objectif, il se situerait plutôt ici, sur le plan tactique. Bien que l'objectif principal sur ce jeu, ça soit plutôt un objectif de développement moteur. Ok, merci. Une autre question peut-être? Bonsoir. Bonsoir. C'est coach Badla Khaled. Je suis Vous m'entendez, coach? Ça y est, je t'entends. Oui, je t'entends. Je t'entends. Tu peux y aller. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Voilà, c'est par rapport aux illustrations que vous avez utilisées. Oui. On a vu la mise en place du jeu du Barça, c'est ça? C'est le Barça en jeune, oui, effectivement. Ouais. Donc, ils ont un projet de jeu par rapport à la prise d'information. Est-ce que, par exemple, une autre école, l'école italienne, est-ce qu'il y aura une différence par rapport à ça? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question parce que je ne connais pas assez l'école italienne. Ce que je sais en tout cas dans les préceptes et les concepts de l'école espagnole, c'est qu'effectivement, le travail de prise d'information et de perception, il est développé de façon implicite, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en place par exemple au Barça, les situations de simulation préférentielle. De façon implicite, en fait, les joueurs travaillent sur le plan cognitif et donc sur le plan perceptif et décisionnel, puisque fréquemment, en fait, ils sont mis dans des contextes où on a des formes dynamiques et complexes, et parce qu'on essaie de créer du transfert entre le match et l'entraînement. Et donc, dans l'école espagnole, c'est vrai que c'est un travail qui est fréquemment utilisé. Après, dans l'école italienne, j'ai pas de repère. Maintenant, moi, je peux vous parler de l'école française. Et l'école française, il y a de plus en plus de clubs qui travaillent ces aspects perceptifs et décisionnels. Mais moi, l'idée, c'était de donner peut-être des outils à certains d'entre vous sur la façon dont on peut l'aborder, les critères sur lesquels on peut fixer les objectifs qu'on se donne, et puis l'orientation du travail avec les jeunes joueurs. Parce que même en catégorie U9, U11, il y a des choses que vous pouvez mettre en place au travers d'aménagements qui, moi, me paraissent très impactants sur le travail de prise d'information. Voilà. Mais je ne peux pas répondre à votre question sur l'école italienne parce que je la connais pas. Il faut prévoir une comparaison entre les écoles, peut-être, pourquoi pas. Tu peux répéter, s'il te plaît, Vous pouvez répéter, j'ai pas. Un webinaire sur ça, peut-être une comparaison entre les écoles. Peut-être, oui, peut-être. Pourquoi pas. Ouais, oui. Et une dernière question, coach, oui. Ça, c'est l'application Futa 8, c'est ça? Pardon, ça coupe, je suis désolé. C'est l'application du Futa 8, ici. Oui, ici en France, on est sur le Futa 5 pour les U9, si je ne dis pas de bêtises. Et vous me reprendrez, hein, les personnes qui sont présentes, si je dis une bêtise, le Futa 5 pour les U9 et le Futa 8 pour les U11, U13. Ouais. Donc, on est sur d'autres formes, hein, sur le foot espagnol, par exemple. Vous avez vu qu'ils sont sur des effectifs un peu plus réduits. Mais oui, en France, on est plutôt sur ça, ouais. Futa 5, Futa 8. D'accord, merci, coach. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Et vous avez parlé tout à l'heure d'affordances. Les affordances, ouais. Ouais.
par quelles affordances des principes généraux vous allez mettre en place sur des U9 et des U10? Ouais, par exemple, tout ce qui est en lien avec l'espace à disposition. Voilà, quel est l'espace dans lequel je vais pouvoir effectuer mon appel, ou dans lequel je vais pouvoir, pour des U9 par exemple, qui sont très, comment dirais-je, qui apprécient garder le ballon, vouloir progresser avec, ben peut-être c'est l'espace en avantage, l'espace libre dans lequel je vais pouvoir conduire mon ballon pour pouvoir prendre un avantage sur l'adversaire. C'est un petit peu le jeu des châteaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Simon, tout à l'heure, le jeu du château, où, Ouais. voilà, où j'ai un adversaire qui vient fermer un espace, et donc finalement, j'ai une possibilité d'action dans un espace qui s'est libéré. Donc, je vais plutôt favoriser le travail sur ce type d'affordance, les espaces libres, les partenaires qui sont libres et avec qui je vais pouvoir jouer et donner le ballon. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, l'adversaire en pression qui va venir et qui va me presser et sur lequel je vais pouvoir agir en conséquence. D'accord. Parce que la question que je me pose, c'est qu'en fait, est-ce que c'est plus utile d'apprendre à scanner en U8, U9 ou d'apprendre la prise de décision utile ou efficace sur la situation par rapport à ce qu'on va pouvoir voir dans notre champ de vision ou dans notre champ de vision périphérique? Moi, ce que je crois, c'est que le joueur U9, il est armé pour certaines choses et pour pas d'autres. Vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, en catégorie U9, le joueur, déjà, s'il arrive à faire un scan avant de recevoir le ballon, c'est quelque chose qui pour moi, est un objectif à atteindre, mais qui est un objectif déjà, un bon objectif, parce que on est dans une étape émotionnelle et l'élément principal de la prise de décision, en fait, c'est le ballon. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller sur cette idée du scan, mais en même temps, de favoriser chez le joueur sa capacité à identifier en fait les environnements qui vont être favorables pour la réussite de son action. Donc, le scan est un élément, mais par exemple, l'orientation corporelle en est un autre. Donc, même si dans l'orientation corporelle, il doit y avoir un scan, de faire prendre conscience aux joueurs, hein, vous l'avez vu sur les images, là, les petits U9 du Barça, ils ont une orientation corporelle qui leur permet tout de suite d'identifier ce qui peut se passer par la suite. Vous voyez, voilà. Donc, ça peut être un élément intéressant qui va favoriser quelque part la vision périphérique, l'orientation corporelle, vision périphérique. Et donc, si on obtient déjà un scan, un mouvement de tête pour s'informer de ce qui se passe sur le terrain, je trouve que c'est déjà un bon objectif atteint avec nos petits U9. Ouais. Donc, je dirais les deux, je balayerai les deux, mais sans forcément beaucoup insister sur le scan en lui-même, mais créer des environnements qui vont favoriser la perception, l'orientation corporelle avec nos joueurs. Ok, d'accord. Okay. D'autres questions? Bien, apparemment pas. Donc, écoutez, merci pour votre attention et puis pour ce moment partagé ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'intervention de Michael Bouli sur le gardien de but dans le système d'apprentissage. Donc, dimanche prochain, de la même manière qu'aujourd'hui, vous recevrez un lien qui vous permettra de vous connecter au webinaire. Et puis, vous avez aussi à votre disposition, je crois, mon adresse mail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me relancer pour qu'on puisse échanger ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous… Ah, si, il y a une dernière question. Pas de problème, Jacques. On peut rester 2 minutes ensemble. Aucun problème. Tu peux même m'appeler si tu veux. Voilà, on peut s'appeler, Jacques, et puis on échangera sur tout ça. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.